Bonjour à tous et soyez les bienvenus. La leçon d'aujourd'hui est destinée aux élèves baccalauréat sciences techniques, matière génie mécanique. On va traiter la fonction transmission de mouvement sans modification de vitesse angulaire, c'est-à-dire on va garder la même vitesse à l'entrée qu'à la sortie, et sans transformation de mouvement, c'est-à-dire on va avoir le même type de mouvement. À l'entrée, on aura une rotation, à la sortie aussi. Pour accomplir cette fonction, deux solutions qui se présentent. La première, c'est la transmission par accouplement, sujet de la leçon précédente. On distingue trois types d'accouplement. Accouplement rigide qui assure un encastrement entre les arbres, les rendant coaxiaux, et voilà le symbole. Un accouplement élastique qui permet d'accepter certains désalignements et décalages des arbres, et voilà le symbole. Un accouplement positif qui n'accepte pas d'élasticité en torsion. Je peux citer un exemple qui est très connu, le joint de cardan. Et voilà son symbole. Notez bien que l'accouplement est permanent, c'est-à-dire si on veut désaccoupler le mécanisme, on doit démonter tout. Donc c'est un problème. Pour résoudre ce problème, il faut répondre à la question suivante: comment assurer à volonté l'accouplement ou le désaccouplement de deux arbres, moteur et récepteur. Donc, la solution, c'est qu'il faut changer le mécanisme d'accouplement par un autre appelé embrayage. Donc, c'est un accouplement temporaire qui permet l'accouplement et le désaccouplement. Je dois présenter l'embrayage par un système général. Donc, il s'agit à l'entrée d'un arbre 1 animé d'un mouvement de rotation sur lequel translate un plateau moteur. Ici, il s'agit d'un arbre récepteur solidaire à un plateau récepteur. Donc, on a deux positions. Si on translate le plateau moteur à gauche, les deux plateaux entrent en contact, d'où l'embrayage. Si je translate le plateau moteur à droite, on aura le débrayage. Tout ça se fait par commande extérieure. Donc la première partie de la leçon concerne les embrayages et voilà le symbole général qu'il faut retenir. Donc la fonction d'un embrayage, c'est assurer à volonté l'accouplement ou le désaccouplement de deux arbres moteurs et récepteurs par commande extérieure, pneumatique, hydraulique, mécanique ou électromagnétique, on va les détailler par la suite. Donc, dans une chaîne de transmission de puissance, un embrayage se situe entre un moteur et un récepteur avec une commande extérieure. Donc, vous voyez ici, l'arbre moteur tourne à N1 et l'arbre récepteur va tourner à N2. Donc, si on parle de l'embrayage, l'arbre récepteur doit être ramené à la même vitesse de rotation que l'arbre moteur, d'où N1 égale à N2. Si on parle du débrayage, l'arbre moteur continue à tourner, mais l'arbre récepteur s'arrête. C'est pour cela que vous trouvez N1 supérieur à 0, mais N2 s'annule. Donc, on distingue deux familles d'embrayages. Les embrayages instantanés par obstacle, où on n'a pas une possibilité de glissement. Il existe plusieurs variantes, parmi lesquelles les embrayages à crabeau, les embrayages à denture ou à griffe. Deuxièmement, les embrayages progressifs, où on a une possibilité de glissement. Donc, on peut dire par adhérence ou à friction. On commence par les embrayages instantanés par obstacle. Je commence par un exemple.
Donc, il s'agit d'un arbre moteur à l'entrée et un arbre récepteur à la sortie. Entre les deux, vous avez deux flasques à crabot. La première est guidée en translation par rapport au moteur à l'aide des cannelures et qui possède des crabots. La deuxième est solidaire à l'arbre récepteur et qui possède des rainures. Et bien sûr, vous avez la commande extérieure, dans ce cas mécanique. Donc, vous voyez une fourchette logée dans une gorge du baladeur. Et ici, vous avez le système de verrouillage. Voilà. Donc, vous voyez un exemple animé. Donc, la remarque la plus importante, c'est que la manœuvre ne doit se faire qu'à l'arrêt. Vous voyez, si on fait le débrayage, l'arbre moteur continue à tourner, mais l'arbre récepteur s'arrête. Voilà, ici, vous avez le système de verrouillage. Vous voyez ici un ressort avec une bille logée dans une gorge en V pour pouvoir localiser les deux positions embrayée et débrayée. Donc, pour les embrayages instantanés, la transmission est obtenue par obstacle entre les deux solides sans possibilité de glissement. Les inconvénients, comme déjà dit, la manœuvre ne doit se faire qu'à l'arrêt, mais aussi manque de sécurité en cas de surcharge, c'est-à-dire de blocage à la sortie. Je dois faire une comparaison entre le mécanisme en 3D et le schéma d'un embrayage instantané. Donc ici, vous avez 0, le bâti. 1, c'est l'arbre moteur en marron. Voilà, c'est celle-ci. L'arbre récepteur en bleu. Donc celui-là, qui est solidaire à une flasque en vert. Voilà, donc vous avez ici une liaison encastrement. Vous avez la flasque à crabot 3 en rouge, qui est guidée en translation par rapport à l'arbre moteur. Donc vous voyez ici la flasque en rouge guidée à l'aide d'une clavette et actionnée par une commande extérieure 4. Dans ce cas, c'est une fourchette. Je passe à l'embrayage à denture. Donc il s'agit d'un arbre moteur solidaire à une couronne. Ici, vous avez un arbre récepteur sur lequel est guidée en translation une roue dentée. Donc, l'embrayage est assuré lorsque la roue dentée est logée dans la couronne à l'aide d'un ressort. Et sous l'effet de l'action d'une commande extérieure, par levier dans ce cas, on peut dégager la roue dentée, d'où le débrayage et l'arbre s'arrête. On passe à l'embrayage à griffe. C'est le même principe, mais juste ici, il faut savoir que c'est un embrayage non réversible à cause des griffes, à cause de la forme dissymétrique des griffes. Donc les embrayages progressifs par adhérence. Les embrayages progressifs sont basés sur les propriétés du frottement. Donc ici, vous avez un arbre moteur qui tourne tout le temps, solidaire à un volant moteur. Et ici, vous avez un arbre récepteur sur lequel est guidé en translation un plateau récepteur. Donc, pour embrayer dans ce cas, il faut frotter fort. Et pour frotter fort, il faut créer un effort presseur à l'aide d'un ressort. Et il faut intercaler une garniture de friction qui a une bonne résistance à l'échauffement et à l'usure. Cette garniture doit être collée ou rivetée sur l'un des deux plateaux. Bien sûr, sous l'effet de l'action de la commande extérieure, on peut éloigner le plateau récepteur, d'où le débrayage. Donc, pour les embrayages progressifs, la transmission est obtenue par adhérence entre deux garnitures de friction avec possibilité de glissement. Ces embrayages peuvent être classés à partir de la forme des surfaces frottantes. Ici, vous avez des surfaces planes, des surfaces coniques et des surfaces cylindriques.
dans tous les cas, ces surfaces doivent être couvertes par des garnitures de friction. Donc ici, vous avez l'animation des trois types de surfaces. Ici, vous avez un avantage qui est très important. C'est au contraire de l'embrayage instantané, la manœuvre peut être effectuée en marche. Mais l'inconvénient, la garniture de friction doit être protégée contre la présence d'un lubrifiant pour garder une adhérence efficace et éviter le glissement. Donc, le phénomène de glissement représente un problème majeur pour les embrayages progressifs. Pour résoudre ce problème, il suffit de répondre à la question suivante. Comment créer la force pressante nécessaire pour l'adhérence? Bien sûr, par l'énergie du système de commande extérieur, pneumatique, hydraulique, mécanique ou électromagnétique, si on dispose d'un électroaimant. Donc, on commence par l'embrayage monodisque, c'est-à-dire à disque unique, avec des surfaces de friction, bien sûr, planes. Je commence par un exemple, et je dois lire ce dessin. Donc, ici, il s'agit d'un arbre d'entrée, solidaire à un volomoteur. Ici, vous avez l'arbre de sortie, sur lequel est guidé en translation le disque embrayage, qui supporte deux garnitures de friction similaires sur les deux côtés. Ici, vous avez un plateau de pression et les ressorts nécessaires pour créer l'effort presseur de l'embrayage. Finalement, vous avez une butée d'embrayage. Tout ça est commandé par une commande mécanique extérieure. Donc, on a deux positions. La première position, si on n'a pas actionné ce levier, on donne la priorité aux ressorts qui vont pousser le plateau de serrage vers la gauche pour plaquer le disque embrayage contre le volant moteur, d'où l'embrayage. Deuxième position, si on va actionner le levier, on va le tourner à gauche. Dans ce cas, la butée d'embrayage et le plateau de pression translatent vers la droite pour comprimer le ressort. Dans ce cas, le disque d'embrayage est alors libéré, d'où le débrayage. Donc, ici, vous pouvez remarquer qu'on dispose de deux surfaces frottantes, une entre le disque embrayage et le volant moteur, et la deuxième entre le disque embrayage et le plateau de serrage immobilisé en rotation. Je vous donne le schéma général d'un embrayage monodisque. Donc, comme d'habitude, 0 c'est le bâti, 1 c'est l'arbre moteur en noir, solidaire à un volant moteur, 2 c'est l'arbre récepteur en bleu, 3 c'est un mécanisme d'embrayage en rouge, actionné par une commande extérieure 4, et ici vous avez 5 le disque d'embrayage en vert, guidé en translation par rapport à l'arbre récepteur, et 6 c'est le ressort nécessaire pour créer l'effort presseur de l'embrayage. Toujours ici, vous avez deux surfaces de contact, pas toujours. Si je reviens sur l'exemple précédent, ici vous avez deux plateaux, mais la garniture est collée sur l'un de deux, donc il nous reste seulement une seule surface de contact. Donc embrayage monodisque aussi, mais une seule surface au lieu de deux. On passe aux embrayages multidisques. Les surfaces restent planes. Mais pourquoi multidisque? Je m'explique. Donc ici, vous voyez que pour calculer le couple transmissible,
On va utiliser la même formule utilisée pour les limiteurs de couple. Et ici, on peut jouer sur la variable n. C'est le nombre de surfaces frottantes pour multiplier. Donc, afin d'améliorer le couple transmissible, il faut multiplier le nombre de surfaces en multipliant les disques. Donc, j'explique le système. Donc, il s'agit d'un arbre moteur en bleu, solidaire à 1/1. Ici, vous avez les disques en bleu qui possèdent des cannelures à l'intérieur et qui sont guidés en translation par rapport à l'arbre moteur et qui tournent avec. Si je passe à l'arbre récepteur en vert, qui est solidaire à un volant récepteur, ici vous avez les disques en vert qui possèdent des cannelures à l'extérieur et qui sont guidés en translation par rapport au volant récepteur et qui tournent avec. Donc, sous l'effet de la pression qui va occuper cette chambre, le piston se translate vers la gauche et les disques menants seront serrés contre les disques menés, d'où l'embrayage. Je vous donne une règle qui est très importante pour déterminer la variable n. Donc, la variable n des surfaces frottantes dépend du nombre de disques menés et non menants, c'est-à-dire les disques qui reçoivent. Donc, ici, vous avez les disques en vert, représentent les disques menés. Vous avez 1, 2, 3 et 4. Chaque disque possède 2 surfaces frottantes. Donc, 4 fois 2, ça fait 8. La force pressante F dépend de la pression de l'air ou de l'huile utilisée. Donc, vous voyez ici l'arrivée de la pression. Donc, ça donne la force grand F. Je vous donne un exemple animé. Donc, ici, il s'agit d'un arbre moteur qui tourne tout le temps. Ici, l'arbre récepteur. Ici, vous avez les disques menants et les disques menés, en rouge et vert. Donc, sous l'effet de l'effort presseur du ressort, on peut serrer les disques, d'où l'embrayage. Donc, l'arbre récepteur tourne. Si on veut débrayer, il suffit d'actionner donc la commande extérieure pour desserrer les disques, d'où le débrayage. On passe aux embrayages coniques. Pourquoi aussi l'embrayage conique? Vous connaissez d'une manière générale que les formes coniques favorisent l'adhérence et minimisent le glissement. Donc, on peut améliorer aussi le couple transmissible si on utilise les embrayages coniques. Donc, vous voyez ici la forme conique de contact entre les deux plateaux. Donc, ça représente le schéma d'un embrayage conique. 0, c'est le bâti. 1, c'est l'arbre moteur en rouge, solidaire à un volant moteur femelle conique. 2, c'est l'arbre récepteur en bleu. 3, c'est le mécanisme d'embrayage en vert, guidé en translation par rapport à l'arbre récepteur et actionné par une commande extérieure 4. Et 5, c'est le ressort nécessaire pour l'adhérence. Donc ici, juste il faut observer la forme des surfaces de contact coniques et vous voyez le cône mâle qui est couvert d'une garniture de friction. Donc vous pouvez observer les deux positions embrayées et débrayées. On passe aux embrayages cylindriques. Voilà, donc il s'agit d'un arbre d'entrée. Celui-là, vous avez ici un exemple animé. Donc l'arbre d'entrée est animé d'un mouvement de rotation. Par la suite, vous avez le tambour de sortie qui possède une paroi cylindrique intérieure et qui est solidaire par rapport à l'arbre récepteur. Par la suite, vous avez les maslottes guidées en translation. Vous avez 2 maslottes qui sont guidées en translation par rapport à l'arbre moteur, ici en jaune.
Ces masselotes sont couvertes par des garnitures de friction. Et finalement, vous avez les ressorts de traction, ici en rouge. Donc, au repos ou à faible vitesse de l'arbre d'entrée, les ressorts rappellent les masselotes vers le centre, d'où le débrayage. Vous pouvez observer l'espace qui existe entre la garniture et la paroi intérieure. Par contre, si on augmente la rotation de l'arbre moteur, donc lorsque l'arbre moteur atteint une vitesse déterminée, c'est-à-dire on va déterminer un seuil, bien sûr, qui est bien calculé, les masselotes sont alors entraînées vers l'extérieur sous l'effet centrifuge, d'où l'embrayage. Donc ici, on peut dire que l'embrayage est à commande automatique. C'est-à-dire, si on augmente la vitesse de rotation de l'arbre moteur, les masselotes seront éjectées vers l'extérieur, les deux garnitures vont venir frotter avec la paroi intérieure, d'où l'embrayage. Donc il y a une autre version où on remplace les masselotes guidées par des masselotes articulées. Donc vous voyez ici 3 masselotes articulées et qui supportent les garnitures de friction. Donc si on atteint un seuil bien déterminé de rotation de l'arbre moteur, et sous l'effet centrifuge, voilà les flèches bleues, les masselotes seront éjectées vers l'extérieur et les garnitures vont frotter sur la paroi intérieure, d'où l'embrayage. Bon, on va passer à une application d'un embrayage à friction plane monodisque. Donc, je dois lire le dessin. Donc, il s'agit d'un volant moteur et un arbre récepteur, sur lequel est guidé en translation le disque embrayage. Par la suite, vous avez un plateau de serrage qui est immobilisé en rotation par rapport au carter, ici. Vous avez les ressorts, ici vous avez 5 ressorts qui vont créer l'effort presseur de l'embrayage. Et vous avez tout un mécanisme de commande extérieure, mécanique. Donc si la pédale de l'embrayage est relâchée, donc vous voyez ici que la pédale est articulée, et dans la première position, cette pédale est relâchée. Donc les 5 ressorts de pression poussent le plateau de serrage contre le disque d'embrayage et le volant moteur, d'où l'embrayage. C'est-à-dire, si la pédale est relâchée, le rôle de tous les mécanismes est négligé pour donner la priorité aux 5 ressorts qui vont pousser le plateau de serrage vers la gauche pour plaquer le disque embrayage contre le volant moteur, d'où l'embrayage. Deuxième position, donc si la pédale d'embrayage est enfoncée, vous voyez ici, donc la pédale est enfoncée, le plateau de serrage est reculé sous l'action du levier, les ressorts sont comprimés et le disque d'embrayage est alors libéré, d'où le débrayage. Je m'explique. Donc, si la pédale est enfoncée, le câble bouge vers la droite. Ce câble est raccordé à un premier levier articulé par rapport à un pivot fixe au bâti. Ce levier, il va agir sur la butée d'embrayage pour la translater à gauche. Cette butée va actionner un deuxième levier articulé aussi, ce qui provoque la compression des ressorts et le déplacement du plateau vers la droite. Le disque d'embrayage est alors libéré, d'où le débrayage. On va répondre à quelques questions technologiques. Quel est le type de la liaison entre le disque d'embrayage et l'arbre récepteur? Tout simplement, vous voyez ici les cannelures. Donc, c'est une liaison glissière par cannelure. Quel est le rôle des 5 ressorts de pression? Donc, bien sûr, générer la force pressante F de l'embrayage. Troisièmement, donner le rôle de la garniture de friction. Donc, c'est une question générale. Améliorer le coefficient de frottement et minimiser l'usure.
Bon, on passe au calcul du couple transmissible en utilisant la même règle, donc Ct, qui est égal à 2 tiers, fois petit n, le nombre de surfaces frottantes, fois petit f, le coefficient de frottement qui dépend de la qualité des garnitures. F, c'est l'effort presseur, et vous avez le grand R et le petit r des surfaces frottantes. Donc, nous avons besoin de grand R et petit r. Il faut les déterminer en les relevant du dessin à l'échelle entière. Donc, on va voir la surface flottante qui commence là pour donner, par rapport à l'axe, le grand rayon, et qui finit là pour donner le petit rayon. Si grand R égale à 25, il faut multiplier par l'inverse de l'échelle, donc l'inverse de 1 tiers égale à 3. Donc 25 fois 3, ça donne 75. Même chose pour petit r. Et pour déterminer petit n, le nombre de surfaces frottantes, il faut voir quelle est la pièce menée. Donc dans notre cas, le disque embrayage est mené, qui possède 2 surfaces frottantes, d'où n égale à 2. Donc ici, vous voyez une surface avec le volant et une surface avec le plateau. Voilà, donc vous voyez ici, on a presque tout pour calculer le couple transmissible. Donc on a grand R et petit r qui sont relevés et N2 déterminé. Ici, l'effort presseur créé par tous les ressorts, c'est-à-dire par les 5 ressorts de pression, et F égale à 500 newtons, c'est-à-dire à raison de 100 newtons par ressort. Le coefficient de frottement donné, c'est 0,45. Donc, par une simple application numérique, on peut trouver le couple transmissible qui est égal à 29 884 newtons millimètres. Pourquoi millimètres? Bien sûr, puisque les rayons relevés en millimètres. Donc, pour avoir le newtonmètre, il suffit de multiplier par 10 à la puissance moins 3 pour avoir 29,88 newton mètre. Bon, on va terminer la première partie de l'embrayage par un exemple réel. C'est un embrayage d'automobile. Donc, il s'agit d'un volant moteur solidaire au vilebrequin qui fait l'arbre d'entrée. Ici, vous avez l'arbre de sortie et celui de l'entrée de la boîte de vitesse de l'automobile, qui n'est pas représenté, bien sûr. Ici, vous avez le disque embrayage guidé en translation par rapport à l'arbre récepteur. Ici, vous avez un plateau de serrage et le diaphragme, qui joue le rôle d'un ressort raccordé au carter. Ici, vous avez une butée d'embrayage et la conduite hydraulique. Donc, qui commence par une pédale et qui finit par un vérin simple effet. Donc, vous voyez les deux positions, embrayé et débrayé. Je dois l'expliquer par la suite. Bon, je peux vous donner une photo réelle d'un embrayage d'automobile. Donc, ici, vous avez le volant moteur qui possède une garniture de friction. Celui-là, le vert. Ici, vous avez un disque d'embrayage qui possède 2 garnitures de friction similaires sur les 2 côtés, en bleu. Par la suite, vous avez le ressort ou bien le diaphragme raccordé au carter, celui-là. Et finalement, vous avez la butée d'embrayage. Voilà, donc on va prendre position par position et on va commencer par la position embrayée si la pédale est relâchée. Vous savez que pour une automobile, d'une manière générale, si la pédale est relâchée, donc la position est embrayée. Pourquoi? Donc vous voyez ici, si la pédale est relâchée, on n'a pas de pression ici. Alors, dans ce cas, on donne la priorité à ce petit ressort pour tirer le levier vers la gauche. Le levier est articulé. Dans ce cas, il va dégager vers la droite la butée d'embrayage. Donc, finalement, sous l'action du diaphragme, la garniture du volant moteur et du disque d'embrayage entrent en contact, d'où l'embrayage. Bien sûr, dans ce cas, si on n'a pas de contact avec la butée, le ressort va jouer son rôle
pour plaquer le disque embrayage contre le volant moteur, d'où l'embrayage. Deuxième position, pédale enfoncée, c'est-à-dire position de débris. Bien sûr, donc ici, si on enfonce la pédale, vous voyez la couleur est devenue rouge, donc la conduite sous pression. Alors dans ce cas, le vérin simplifié est actionné, le piston se déplace vers la droite pour actionner le levier, et dans ce cas, bien sûr, il va agir sur la butée d'embrayage. Donc, pédale enfoncée, sous l'action de l'huile sous pression, la butée d'embrayage agit vers la gauche, sur la partie intérieure du diaphragme. Vous voyez ici le diaphragme, la partie intérieure et la partie extérieure. Donc, la butée va agir sur la partie intérieure du diaphragme, tandis que la partie extérieure bouge dans le sens opposé pour libérer le disque d'embrayage, d'où le débrayage. Vous pouvez observer donc les deux positions, embrayé et débrayé. Voilà. Donc, on a terminé la première partie qui concerne les embrayages. On a ramené l'arbre récepteur à la même vitesse de rotation que l'arbre moteur à l'aide d'un embrayage. Donc, le problème suivant, comment ralentir ou arrêter un organe tournant? Dans ce cas, la réponse, il faut utiliser un autre mécanisme qui s'appelle le frein. Et voilà le symbole général qu'il faut retenir. La définition d'un frein. Donc, un frein est un mécanisme qui permet de ralentir ou arrêter un organe tournant. C'est-à-dire dans une chaîne de transmission de puissance, toujours on commence par un moteur. Juste après, on trouve l'embrayage, boîte de vitesse, et ainsi de suite. Et par la suite, on trouve le dispositif de freinage, qui est le plus proche possible du récepteur à freiner. Donc, on distingue deux familles de freins à contact radial ou axial. Je commence par le contact radial. L'élément à freiner, c'est un tambour qui possède une surface cylindrique. Hein? Pourquoi radial? Car les forces T et moins T, les actions des éléments flottants, sont perpendiculaires à l'axe de rotation. Ici, axial, on dispose d'un disque 1 à freiner qui possède deux surfaces planes et sous l'effet des actions F et moins F des éléments flottants qui sont parallèles à l'axe de rotation, on aura le freinage, donc le frein est à contact axial. Bon, on va commencer par le frein à contact radial qui doit être obligatoirement par l'extérieur ou l'intérieur. Donc, petit a, le frein à sangle. Le sangle, donc, c'est une lame d'acier recouverte par une garniture de friction. Donc, vous voyez ici le tambour à freiner, ici le sangle au niveau du schéma. Et réellement, vous avez donc la lame qui supporte une garniture à l'intérieur. Et ici, vous avez deux anneaux. Le premier anneau est fixé à ce niveau-là. Et le deuxième anneau est raccordé à un tyran 6 guidé en translation. Donc, le freinage est obtenu par translation du tyran 6 par un câble non représenté. Donc, juste ici, on peut observer l'action du câble T. Donc, sous l'effet de l'action T, la garniture entre en contact avec la paroi extérieure du tambour, d'où le freinage. Le relâchement du frein est réalisé par le ressort 7. Donc, si on néglige T, bien sûr, le ressort 7, celui-là, voilà, il va jouer son rôle pour relâcher le frein. Dans ce cas, notre commande est mécanique. Donc, ici, vous avez un exemple animé. Ce système de freinage est utilisé sur la trottinette électrique et le mini-vélo. Donc, vous voyez ici le tambour à freiner et le sangle relié à un levier en forme
L, actionné par le câble. Donc, vous pouvez observer les deux positions, freiner ou relâcher. Voilà. On passe petit b au frein à sabot. Dans ce cas, le contact doit être obligatoirement par l'extérieur. Les freins sont à 1 ou à 2 sabots en bois ou en fente, actionnés par câble ou levier contre le tambour. Donc ici, vous avez le schéma. L'élément à freiner, c'est un tambour. Hein, et vous avez les deux sabots ici, dans ce cas. On a deux cas. Le premier cas, on dispose de deux mâchoires articulées par rapport à un pivot fixe et qui supportent les garnitures de friction et qui sont actionnées par câble et à l'aide d'un levier et d'une biellette, les deux mâchoires se rapprochent et les deux garnitures vont venir frotter avec la paroi extérieure du tambour, d'où le freinage. Ici, juste, vous avez un tambour à freiner en contact direct avec un seul sabot actionné par levier et dans les deux cas, la commande est mécanique. Ici, on peut utiliser une commande pneumatique si on dispose d'une conduite d'air comprimé et un vérin simplifié, ou bien deux vérins. Voilà, donc il s'agit des roues à freiner et des sabots à utiliser pour le freinage, qui sont montés sur deux leviers articulés par rapport à un pivot fixe. Donc, si la pression arrive au vérin simplifié, le piston se translate vers la droite et dans ce cas, le sabot deviendra en contact avec la roue pour la freiner progressivement. Si on coupe la pression, on donne la priorité au ressort pour déplacer le piston vers la gauche et dégager le sabot. On arrive petit c au frein à tambour. Dans ce cas, le contact doit être obligatoirement intérieur. Donc ce frein est monté sur les roues arrière d'une automobile, d'une manière générale, ce n'est pas toujours. L'effort de freinage peut être fourni par un vérin hydraulique, celui-là, encore appelé cylindre de roue, ou par un dispositif AK. Donc ici, vous voyez le schéma, donc le tambour à freiner et les deux mâchoires articulées. Donc si on commence par la commande hydraulique, si la pédale du frein est enfoncée, la pression arrive au vérin pour écarter les deux mâchoires et dans ce cas, les deux garnitures vont frotter sur la paroi intérieure du tambour pour le freiner progressivement. Si je coupe la pression, si je relâche la pédale, bien sûr, je donne la priorité à un ressort de traction qui va ramener les deux mâchoires à leur position initiale, d'où le frein est desserré. On peut remplacer le vérin par une came. Il suffit de tourner la came pour écarter les deux mâchoires pour faire le freinage, d'où la commande est mécanique. Donc ici, vous avez un exemple animé d'un frein à tambour, par came bien sûr. Donc ici, vous avez le tambour à freiner en bleu, la came reliée au levier, qui est actionnée par câble. Donc sous l'effet de la came, les deux mâchoires seront écartées pour être en contact avec le tambour et par conséquent le freinage. Sinon, les deux ressorts ramènent les deux mâchoires à leur position initiale, d'où le frein est relâché. Ici, vous avez un autre exemple où la commande est hydraulique. Donc, si la pédale est enfoncée, on aura de la pression couleur rouge qui arrive au vérin pour écarter les deux mâchoires. Donc, vous pouvez observer ici, le tambour à freiner est animé d'un mouvement de rotation et vous avez la flèche jaune qui représente la rotation. Et cette flèche s'arrête si la pédale est enfoncée. Donc, une fois la pédale est relâchée, bien sûr, on donne la priorité au ressort, puisqu'on n'a pas de pression, pour ramener les mâchoires à leur position initiale.
on passe au frein à contact axial et on commence par petit a, le frein à disque à commande hydraulique. Donc ici vous avez le schéma. L'élément à freiner, c'est un disque qui possède deux surfaces planes. Donc le couple de freinage 2 à 4 fois plus faible que celui des freins à tambour, c'est-à-dire le frein à tambour, c'est beaucoup plus efficace, mais il permet une meilleure évacuation de la chaleur que les freins à tambour, puisque les surfaces planes sont dégagées. Donc on a deux cas. Le premier cas, on dispose d'un étrier fixe et deux pistons. Donc si la pression arrive à la conduite, les deux pistons se rapprochent et les deux plaquettes s'appliquent sur le disque pour le freiner progressivement. Deuxième cas, on dispose d'un étrier mobile guidé en translation par rapport au bâti à ce niveau-là et un seul piston. Donc si la pression occupe cette chambre, le piston va venir en contact avec la première surface du disque et à ce moment, l'étrier translate vers la droite et la plaquette s'applique sur la deuxième surface pour pincer le disque, d'où le freinage progressif de ce disque. Donc ici, vous avez une animation d'un frein à disque. Donc juste ici, vous pouvez observer que l'étrier est fixe et vous avez deux pistons qui seront actionnés sous l'effet de la pression si la couleur est rouge. Donc le fonctionnement dans ce cas est hydraulique. Donc ici vous avez le frein à disque à commande hydraulique mais à étrier mobile. Voilà, donc vous pouvez remarquer la différence entre les deux exemples animés. Voilà, ici donc je vous donne une photo d'un frein à disque d'automobile, donc le disque solidaire à la roue à freiner de l'automobile. Donc vous voyez clairement ici la surface dégagée du disque qui permet un bon refroidissement. Par la suite, vous avez une conduite hydraulique, un étrier fixe et deux pistons. Bon, je dois terminer la deuxième partie du frein par petit b, frein à disque à manque de courant, qui représente un mécanisme de sécurité. Pourquoi? Car à manque de courant, tout s'arrête. Je dois faire une comparaison entre le schéma d'un disque à manque de courant et le dessin d'un moteur frein à droite. Donc vous voyez ici, il s'agit d'une bobine 13 en verre, solidaire au carter. Par la suite, vous avez un ressort 9, celui-là, et une armature 6, voilà, qui est solidaire à une couronne 15. Voilà, donc vous avez la liaison encastrement entre les deux. Bien sûr, l'armature est montée par filetage sur la couronne, ce qui permet le réglage du frein. La couronne 15 est guidée en translation par rapport au bâti. Vous avez la liaison glissière, c'est-à-dire immobilisée en rotation et qui supporte la garniture de friction. 3, c'est le disque solidaire à l'arbre moteur à freiner, 2. Donc 3 est solidaire à 2. La première situation, à la mise sous tension du moteur frein, l'électroaimant 13 attire l'armature 6 qui comprime le ressort 9 et libère le disque 3. Le frein est alors desserré. Voilà. Donc ici, on va s'intéresser à la partie qui se trouve au-dessous de l'axe. Ici, si la bobine est excitée, elle va créer une force d'attraction magnétique sur l'armature 6 qui va bouger ou bien qui va translater à gauche avec la couronne pour éloigner la garniture. D'où le disque 3 est libéré et le frein est alors desserré. Deuxième situation. Donc ici, on peut
dire que la commande est électromagnétique puisqu'on dispose d'un électroaimant. Deuxième situation, à la mise hors tension, l'électroaimant 13 libère l'armature 6 qui, sous la pression du ressort 9, presse la couronne 15 sur le disque 3. Bien sûr, on a dit que la couronne 15 immobilisée en rotation et supporte la garniture de friction. Dans ce cas, on aura le freinage. Alors, on s'intéresse à la partie au-dessus de l'axe. Donc, si on coupe le courant, dans ce cas, on donne la priorité au ressort qui va pousser la couronne vers la droite et plaquer, bien sûr, la garniture contre le frein, contre le disque du moteur qui est relié à l'arbre moteur, d'où le freinage. Bon, on va voir ici le couple de freinage C indice F dans ce cas. Donc, on a changé petit t, le couple transmissible, par C indice F, le couple de freinage, dépend essentiellement de quoi? Dans notre cas. Donc, ici, on a deux efforts. Vous avez l'effort presseur créé par le ressort et vous avez la force d'attraction magnétique. Dépend de l'un de deux. Bien sûr, il va dépendre de l'effort presseur créé par le ressort. Et bien sûr, dépend de l'étendue de la surface de friction, c'est-à-dire si la surface de contact augmente, le couple de freinage augmente. Si la surface de contact diminue, le couple de freinage diminue. Voilà, on a terminé la deuxième partie de la leçon. Donc, on va passer à un exemple réel où on trouve l'embrayage et le frein en même temps. Donc, c'est un mécanisme à double fonction. Donc, on peut retenir le slogan suivant, le frein est le complément de l'embrayage. Voilà, donc vous avez un embrayage frein. Cet embrayage frein a pour fonction de transmettre le mouvement de l'arbre moteur 1 vers l'arbre du tambour 12. Donc, on va transmettre la rotation de 1, de l'arbre d'entrée, jusqu'au tambour 12, à travers notre mécanisme, bien sûr. Donc, je passe à la lecture du dessin. Donc, vous avez ici un volant moteur 4 solidaire à l'arbre d'entrée et vous avez un disque 5 qui supporte deux garnitures de friction sur les deux côtés. Ce disque est solidaire à un arbre intermédiaire supporté par un verin double fil. Vous voyez ici les deux orifices A et B. On peut remarquer aussi que cet arbre intermédiaire est guidé en translation à l'aide de deux clavettes par rapport à l'arbre du tambour. Je passe au fonctionnement. Vous pouvez remarquer que le disque est animé d'un mouvement de translation alternatif. Une fois le disque se met en contact avec le volant moteur et une autre fois, le disque entre en contact avec le support fixe. Tout ça dépend bien sûr de l'arrivée de la pression à travers l'orifice A ou bien l'orifice B. Voilà. Bien sûr, si le disque, qui dans notre cas a deux fonctions, à l'aide de son garniture qui se trouve à gauche, on peut avoir l'embrayage si le disque entre en contact avec le volant moteur. Et bien sûr, si la garniture droite entre en contact avec le support fixe, on aura le freinage. Donc vous voyez les deux fonctions dans le même mécanisme. Donc on peut écrire, ou bien ici vous voyez une animation. Donc vous voyez ici l'arbre moteur tourne et l'arbre du tambour est en arrêt, puisque le disque est en contact avec le support fixe. Donc pour animer le tambour, il faut déplacer le disque à gauche pour le mettre en contact avec le volant moteur. Bien sûr, tout ça avec une commande extérieure pneumatique.
Donc, je crois que c'est clair. Donc, on peut écrire petit a, la présence de l'air sous pression dans la chambre B, dans ces cas. Bien sûr, si la pression arrive à travers B, le piston jaune translate à gauche, il va ramener avec lui, bien sûr, l'arbre intermédiaire et le disque. Donc, provoque le déplacement vers la gauche du disque 5-18 jusqu'au contact avec le plateau moteur 4, d'où l'embrayage. Dans ce cas, si on veut calculer le couple transmissible, on va utiliser la même règle. Petit b, la présence de l'air sous pression dans la chambre A, dans ce cas, on va changer l'arrivée. Dans ce cas, le piston translate à droite et provoque le déplacement vers la droite du disque 5-18 jusqu'au contact avec le support fixe 6, d'où le freinage. Donc, si on parle du couple de freinage, C indice F, on va utiliser la même formule que le couple transmissible de l'embrayage. Voilà, donc on va terminer notre leçon par une application. Donc, il s'agit d'un embrayage à friction plane multidisque. Donc, vous voyez ici l'arbre 26 étant arbre d'entrée moteur en rouge. Donc, ici, vous avez l'arbre d'entrée, le volant moteur solidaire à l'arbre d'entrée. Vous avez ici deux disques qui sont guidés en translation par rapport au volant moteur et qui sont, bien sûr, animés en rotation avec lui. Ici, vous avez l'arbre récepteur en vert. Voilà. Et vous avez un plateau 31 qui est solidaire à l'arbre récepteur. Donc, 31 tourne avec l'arbre récepteur. Et vous voyez ici le plateau 22 et le disque 32 qui sont guidés en translation par rapport à l'arbre récepteur à l'aide d'une tige 34. Donc, on peut dire que les plateaux 22, disque 32 et plateau 31, ce sont des pièces menées et qui tournent avec l'arbre récepteur. Donc, par la suite, vous avez l'arrivée de la pression, peut-être hydraulique ou bien pneumatique, qui va actionner le piston. Le piston va translater à droite pour pousser, bien sûr, le plateau 22. Au contraire, on trouve ici des ressorts qui essayent de comprimer le plateau 22 à gauche. Donc, on va expliquer brièvement le fonctionnement. La présence de la pression amène le plateau 22 en contact avec les éléments de friction 31, 32 et 33, d'où l'embrayage. Donc, vous voyez ici, vous pouvez observer au-dessus de l'axe, donc on a un contact entre le disque menant et mené. Deuxième position, si on coupe la pression, donc l'absence de la pression permet au ressort 22 de pousser le plateau, ou bien permet au ressort 23 de pousser le plateau 22 et libérer le disque 32, d'où le débrayage. Il faut observer la partie au-dessous de l'axe, donc vous voyez ici l'espace. Pourquoi? On a coupé la pression, on a donné la priorité au ressort qui a poussé vers la gauche le plateau, d'où le débrayage. Bon, deuxièmement, on va déterminer le couple transmissible. Et on a besoin, bien sûr, de rayons grand R et petit r et de la variable petit n. Bien sûr, comme d'habitude, pour déterminer le grand rayon, il faut voir où on va commencer, au niveau de la surface flottante. Donc, vous avez ici grand R par rapport à l'axe. Donc, la surface flottante va venir ici, donc pour avoir petit r. Voilà. En tenant compte de l'échelle, on doit multiplier par 2, c'est l'inverse de 1,5. Donc, vous avez 44 fois 2 égale 88. Même chose pour petit r, pour avoir 68. Bon, on arrive à petit n. Il faut faire attention ici. Donc, vous voyez, les pièces menées sont le plateau 22, qui possède une seule surface, le disque 32, qui possède 2, et le plateau 31, qui possède la quatrième. Donc, en tout, n égale à 4. Petit b, calculer l'effort presseur F de l'embrayage. Donc, ici aussi, il faut faire attention.
l'effort presseur F est composé. Pourquoi? Car on a l'effort presseur créé par les pressions essaie de pousser le plateau 22 vers la droite pour avoir l'embrayage. Et en même temps, on a les ressorts qui vont essayer de pousser le plateau 22 vers la gauche. Donc l'effort presseur de l'embrayage d'une manière générale et la différence entre les deux. Donc F égale F créé par la pression sur la pièce 18, moins l'effort presseur des ressorts. Donc il faut calculer les deux. Ici, vous avez l'effort presseur d'un ressort N égale 150 newtons et on dispose de 3 ressorts. Donc FR égale à 150 fois 3, qui est égal à 450 newtons. On passe à F18. La force appliquée par la pression qui va occuper cette chambre, donc la surface concernée, c'est celle-ci, qui appartient à la pièce 18. Donc il faut déterminer la surface pour multiplier la pression donnée P18 qui est égale à 0,1 mégapascal ou bien newton par millimètre carré fois la section à calculer. Voilà la pièce concernée, donc en 3D, et la surface attaquée par la pression jaune. Bien sûr, pour déterminer cette surface, il faut relever le rayon grand R ici, indice 18, et petit r, indice 18, pour donner le petit disque gris. En tenant compte de l'échelle, il faut multiplier par l'inverse, donc fois 2. Et pour calculer la surface jaune, il suffit de faire la différence entre les surfaces de rayon R majuscule 18 et la surface grise de rayon petit r 18. Vous savez que la surface d'un cercle égale pi r carré, donc la différence, donc S18 égale pi facteur de grand R au carré moins petit r au carré. Et par application numérique, on trouve 12 123,54 mm au carré. Revenons à F18 pour remplacer P18 et S18 par leur valeur, pour avoir donc F18 égale 1212,354 newtons. D'où finalement l'effort presseur de l'embrayage et la différence pour avoir 762,35 newtons. Petit c, calculer le couple transmissible C indice T. Donc ici, on a tout pour calculer le couple. Ici, vous avez petit n égal à 4, déterminé. Petit f 0,35. Grand F calculé 762,35 newtons. Et le grand rayon et le petit rayon. Par une simple application numérique. Donc on peut déterminer le couple transmissible qui est égal à 83,70 newton mètre. Merci pour votre attention et bon courage.